Bonjour et bienvenue dans notre apéro supplément à l'épisode 14 de Le Nodal, le podcast. Ils consomment avec modération. Salut Bastien, François Loïc et Valentin. Salut Antoine. Salut Antoine. Un supplément estival garanti sans moustiques mais truffé de pépites pour marquer la chaude saison avant une rentrée qu'on sait d'ores et déjà chargée sur le plan de l'habillage. Des bascules sur le col du Tourmalet au nid d'oiseau de Pékin en passant par Dax face à Saint-Amand-les-Eaux, nous vous proposons aujourd'hui un voyage à travers nos étés télévisuels. Au programme souvenirs graphiques, performances sportives et gros barnum ludiques. Et pourquoi pas, un peu de nostalgie. Allez, bienvenue. On commence donc l'été en vous parlant d'hiver. Si vous n'êtes pas trop coup de soleil et feu de forêt, que vous préférez le feu de cheminée et le pull en laine qui gratte, allez tout de suite réécouter notre 3e épisode où nous revenions sur les habillages événementiels à l'approche des fêtes de fin d'année. Une habitude plutôt bien ancrée pour les chaînes de télé en hiver, mais vous allez voir tout au long de ce supplément aussi bien en été. Allez, on y va, c'est parti, j'ai pris les billets en carré famille. Valentin, tu nous emmènes en 2012. Absolument, vous faire découvrir un habillage pas forcément très connu, mais c'est l'occasion de découvrir. Donc pas le plus connu des habillages d'été de France 3, c'est vrai que spontanément on pense plutôt aux animaux, donc les poissons, puis on a maintenant les poules. Donc un habillage qui a été fabriqué, conçu, pensé par l'agence Les Demoiselles. En fait, je trouve que c'est un habillage très juste avec la saison, avec la couleur de l'antenne, avec l'ambiance de la chaîne. C'est juste du calme, voilà, de la sérénité. On a toute la délicatesse, le soin, la poésie dont on est habitué avec les créations des Demoiselles. Et puis ce concept de la respiration que je trouve tellement fort et tellement juste avec la saison, avec ce que ça peut évoquer. La musique est très audacieuse dans son épure aussi. On a vraiment une nappe comme ça, très, très subtile et qui évolue très, très délicatement. Et puis, en fait, c'est un peu une réinterprétation moderne du Prenez le temps. Voilà, prenez le temps, vous êtes sur France 3 des années 90. Et ben là, vraiment, littéralement, ce visuel, ce son nous invite à prendre le temps et voilà, à faire une pause au sens figuré comme au sens propre dans le flux de l'antenne. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que tu disais, la télé qui prend son temps, c'est France 3 94, ils l'ont fait plusieurs années, avec ces petits animaux qui se baladaient. Alors les animaux et France 3, c'est une longue histoire, je pense qu'on y reviendra un peu après. Mais c'est vrai que celui-là, je m'en souvenais pas du tout. Là, tu l'as remontré, et c'est vrai qu'il est... C'est vraiment cette pause dans un flux continu. Maintenant, on essaye de gagner du temps à chaque fois. On parlait, que ce soit l'habillage de TF1 ou d'M6, d'avoir des choses qui sont dans le flux. On gagne toujours des secondes. Là, c'est vraiment un jingle. Il dure combien de temps ? Il dure 14 secondes, Ouais. ce qui est quand même pas mal. On se permet d'avoir des hidden de 15 secondes comme ça. Évidemment, c'était décliné en jingle pub, mais pour le coup, d'avoir une vraie pause comme ça dans le conducteur antenne. Et ça dit même pas le nom de la chaîne. C'est vraiment le logo de la chaîne, il est en bas tout petit, enfin à sa place habituelle à cette époque-là. Et on dit pas le nom de la chaîne, il n'y a pas de slogan, juste une respiration. C'est extrêmement fort. Il faut se dire quand même que c'est un habillage d'été qui Ouais. a eu cours au moment des Jeux de Londres. Donc en fait, où il y a quand même eu une grosse activité sur les antennes, et France 3 en fait largement partie, après une année présidentielle, et voilà, on arrive dans ce truc, on souffle malgré tout, quoi. On souffle, bon, c'est les JO, c'est la sieste, c'est le Tour de France, on est tranquille, quoi. C'est vrai que ce côté après les élections, je l'avais pas tilté, mais c'est l'actu, ça y est, on se repose un peu. Avant les législatives quand même, mais on se repose un peu. C'est ça, du coup, je trouve intéressant de commencer avec un média de France 3 pour cette partie vraiment habillage antenne d'été. France 3, c'est une chaîne, on le sait, qui a l'habitude, qui a un peu cette tradition, on l'a dit, on a cité des habillages précédents, de faire des habillages événementiels pour l'été. On va passer sur les marmottes. Je pense qu'on a largement fait le tour, que ce soit sur le blog, sur le forum. L'interview de Laurent Sauvage, justement, dans l'épisode 3. Ouais, exactement. On va passer aussi sur les poules, Cote et Cote, l'habillage actuel d'été et d'hiver, du coup, parce que France 3 fait l'été et l'hiver, l'habillage antenne d'été, d'ailleurs, qui ont gagné le Pro Max sur la catégorie Ident, on l'a dit dans le podcast principal, mais c'est toujours bon de le rappeler. On va revenir avec toi, François Loïc, sur un habillage aussi de France 3. Là, on est en 2017, et c'est un habillage qui, pour le coup, a pas forcément, est plutôt tombé dans l'oubli, je pense. Ça fait tout le temps rire.
plus rien, cet habillage, je le trouve mignon, il me fait rire. Il est bien réalisé. Il y a Ouais. une idée, une bonne idée derrière. Il y a un ressort comique. C'est assez intéressant. Il fallait sortir un petit peu justement des marmottes, trouver quelque chose d'autre. En effet, c'est un habillage qui avait peut-être vocation à revenir plus tard. Il n'est pas revenu plus tard parce qu'il a assez divisé. Il a fait un peu polémique. Alors c'était des ballons. En fait, c'était des animaux ballons, donc ballons de baudruche, et forcément qui roulent parce que soit voilà ils sont bousculés et autres. Donc il y a un côté comique assez simpliste. C'est un cartoon en C'est un fait. cartoon en fait. Le problème, c'est que ce côté ballon, certains l'ont assimilé à de la grossophobie en fait. Et donc il a fait un peu polémique sur ce plan-là. Il me semble, hein, je crois que c'était vraiment les retours qu'il y avait eu à l'époque. Donc pas l'unanimité. On évite voilà, les polémiques. Donc il n'est jamais revenu à l'antenne. C'est vrai qu'il a un côté vraiment purement cartoonesque. Euh, Avec les animaux, France 3 joue un peu sur plusieurs terrains. Il y a l'humour, effectivement, mais il y a aussi la poésie, la délicatesse. Et là, pour le coup, ça misait à fond sur l'humour. Faut vous dire que pendant qu'on regardait les vidéos, on se marrait vraiment comme des enfants parce que C'est c'est bête comique, quoi. quoi. C'est bête, voilà, c'est absurde. Et c'était peut-être un tout petit peu en décalage avec. Il manquait pas grand-chose, il manquait que quelques ingrédients, mais c'était peut-être un tout petit peu en décalage avec ce que faisait d'habitude France 3. Mais tu parlais d'animaux et de la poésie, j'en ai parlé un peu avant avec la télé qui prend son temps, la coccinelle. Il est poissons, les poissons et France 3 là aussi. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, mais il y a eu les poissons dans un peu tous les univers, que ce soit juste des poissons dans l'eau dans les années 90, ensuite les poissons volants. Il y a vraiment eu une histoire d'amour entre France 3 et les poissons, maintenant c'est les marmottes, les poules, etc. Mais c'est vrai que France 3, les animaux, c'est dur de pas parler de France 3 dans cette compilation sur les habillages d'été, comme c'était dur de pas en Ouais. parler pendant les habillages d'hiver. Et aussi, faut juste rappeler, ouais, on a vraiment les marmottes sur France 3, j'ai dit qu'on avait passé, mais qui ont quand même un petit peu écrasé tous les autres, qui sont arrivés avec le succès international qu'on Alors connaît. que ceux-là, ils sont gros. Hein. Alors que C'est ceux-là, les marmottes qui ont écrasé. Hein. ouais, c'est ça. C'est ça Alors, qui c'est était que ceux-là. Ils sont Ceux-là, pas gros, ils sont gonflés. Pardon, ils ont gonflés. roulé sur tous Et les les marmottes autres. étaient que l'hiver, ils sont arrivés l'été ensuite à la suite de ça. Face à leur succès, voilà. Donc il y avait aussi un peu l'idée, on surfe un petit peu sur ce qui a fonctionné avec les marmottes, parce qu'il y avait déjà un petit succès, au moins juste en France, quoi, et que les gens, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui marchait, et essayer d'aller sur ce côté un petit peu décalé. Voilà, donc ça c'était en 2017. Alors sur les habillages d'été, moi j'aime bien mettre un petit peu en relation avec l'année. Donc je vais vous proposer moi ce que j'ai choisi comme média, et on va partir en 2020. Sur France 2. Donc 2020, c'est l'année où Jane, donc la chanteuse Jane, est venue réhabiller la chaîne pour l'été. Bon, alors moi c'est un donc pareil qui a un petit peu divisé. Certains le trouvaient un peu mou. Je me souviens sur le forum, les gens avaient pas été assez durs. Pour remettre un petit peu de contexte dans tout ça, donc c'est un habillage qui a été commandé avant la pandémie, et où en fait donc Jeanne Galis, le nom civil de la chanteuse Jane, est venue un petit peu modifier son projet, est venue un petit peu encore plus axer le côté juste voilà, c'est l'été, on souffle un petit peu la détente, on le sent dans la musique, il y a quelque chose de très estival dans la musique, de très festif, d'assez léger. Voilà, même sur l'univers graphique, c'est assez enfantin, c'est assez simple. Là où France 2 peut, notamment en hiver, nous sortir des habillages très 3D, très sophistiqués, on va dire. Là, on est sur quelque chose de simple, épuré, et vraiment qui résonne avec le côté léger de l'été. Moi, j'aime beaucoup cette idée de donner une carte blanche à un artiste. C'est quelque chose, mine de rien, on retrouve très peu dans l'habillage, alors que là, en plus, Jeanne, du coup, c'est une artiste complète. Elle a fait à la fois le sonore dédié pour cet habillage-là, et du coup, toute la partie visuelle, que j'aime beaucoup aussi, parce qu'elle joue avec les interstices de l'habillage. C'est pas, on va changer totalement ce qu'est l'habillage de France 2, c'est on va mettre des éléments d'été dans les interstices, dans là où on peut mettre de la composition, et comment on va personnaliser cet habillage. Et donc, ce côté carte blanche, plus, je vais détourner un habillage, ça donne vraiment, effectivement, un côté extrêmement frais à cet habillage de France 2. Je pense que c'est une question culturelle parce que c'est quelque chose qu'on retrouve à la limite dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne. ITV, pour son habillage intemporel, je ne parle pas de l'habillage été, là pour le coup c'est l'habillage habituel, donner carte blanche aux artistes pour réinterpréter le logo dans ses idents. Et en France, on le voit assez peu.
Et il faut dire que là, on parle de la créatrice. C'était vraiment, entre guillemets, vendu comme ça. C'est-à-dire c'était vraiment l'habillage de Jane, limite signé par Jane. Si je pense qu'elle avait pu apposer sa signature en bas, ça aurait été le cas. Elle était dans les jingle pub aussi. Ouais. C'est vrai qu'elle apparaissait. Et c'est vrai que, comme tu le disais, c'est quelque chose, c'est une habitude qu'on ne voit pas forcément en France, cette idée de carte blanche. Ouais, c'est intéressant, c'est ces collabs. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. On le fait dans plein de choses, plein de marques le font. On le fait dans les vêtements, on le fait dans la décoration. Des marques de distribution s'allient ponctuellement avec des créateurs. C'est dommage que ce soit pas plus souvent. C'est quelque chose qu'on a vu un peu dans l'habillage de France 3 sur les jingle pubs, avec les saisons qui étaient illustrées par des artistes. Mais c'était vraiment juste, on pioche dans le catalogue. Ah tiens, Benjamin Biolay, il a fait un truc qui va bien avec l'automne. Ah tiens, je sais plus qui d'autre était d'ailleurs dans le dispositif. Mais c'était plus, on pioche et on associe plus leur image à nous. Alors que là, c'est vraiment une co-création totale. Oui, il n'y avait pas du tout de processus créatif dans ces jingles saisonniers que j'avais préféré oublier. C'est sévère, mais... Ça s'est fait. Donc on reste en 2020. Là, on va partir avec toi, Bastien. Donc toujours avoir un petit peu en tête ce contexte de l'année 2020 et tout ce qu'on connaît. Bah oui, un petit Arte. Oui. On a souvent tendance à oublier, mais l'été sur Arte, depuis 2007 maintenant, c'est des étés thématiques. Alors on a des jingles et des coming next, des bandes annonces qui vont être sur des habillages dédiés. Alors là, c'est le Summer of Dreams en 2020, justement, pour essayer de s'aérer. On a quelque chose qui reprend quand même les codes graphiques de l'habillage d'Arte à l'époque, avec ces éléments qui vont vers le logo, qui sont aimantés par le logo, mais quelque chose qui est très un ciel ouvert pour s'aérer un peu en cet été 2020. Et il faut se souvenir, il y en a eu plein des étés. Ça a commencé du coup en 2007 avec le Summer of Love, en écho à Woodstock 67. On a eu ensuite le Summer of the 70s, Summer of the 80s, of the 90s, forcément. Summer of Girls, Summer of Rebels, Summer of Fish and Chips, qui était vraiment un manque de respect total envers les Anglais. Mais c'est un côté très Arte aussi. C'est les Allemands qui parlent des Anglais. C'est ça. Summer of Dreams, Summer of Freedom, of Passion, of Scandal, of Soul, of Voices. On n'en a pas tant que ça dans la médiathèque, malheureusement, parce que maintenant, ça va faire plus de 15 ans que ça existe quand même sur les antennes d'Arte. Ça s'ajoute à l'habillage intemporel, mais c'est toujours des créations inédites. Et je vous invite vraiment à jeter un œil à tout ça, en tout cas ce qui existe encore sur la médiathèque, et même sur arte.tv/summer dans archive.org pour retrouver un peu toutes ces anciennes créations graphiques qui ont pu être proposées. Et des créations très différentes à chaque fois, puisque tu l'as bien expliqué, c'est des thématiques différentes, donc à chaque fois des partis pris graphiques très différents. Voilà, il y a d'énormes variations d'une année à l'autre. C'est pas forcément mon summer off préféré, cet habillage-là, mais en le revoyant, je me dis qu'il en fait, il assume un côté très naïf. Dans le côté nuage et vraiment voilà, cette typo en point très légère, presque diffuse comme de la ouate. Il a ce côté très, très subtil qu'il fallait oser quand même, et je trouve ça assez intéressant. Je pense que celui dont je me souviens le plus, c'est le Summer of 90s, mais alors parce que oui. Ils avaient poussé tous les potards à fond pour faire à la limite une parodie de quelque chose qui était extrêmement, mais alors flashy, fluo, criard. On avait des billboards, donc des petits programmes courts qui étaient vraiment là-dessus, genre on oppose The Cure à Nirvana, on avait ce truc-là. Très sitcom, un peu à limite sitcom AB, ouais. Et donc c'est celui-là qui m'a le plus marqué, mais je trouve celui-là beaucoup plus aérien. C'est presque des thématiques qui font presque un peu le magazine qu'on lit sur la plage un peu l'été. C'est le hors-série d'Arte. Ouais, c'est ça, c'est le hors-série d'Arte. L'été, c'est le hors-série d'Arte. Ils ont décliné ça avec le winter, mais alors sur l'été, on a en plus des winter off, on a aussi parfois des habillages, on en a parlé pareil sur l'épisode 3, avec Fabrice Guénaud de Dream On. Sur les habillages d'été, une fois de plus, on va forcer le trait un peu sur France 3. On va revenir sur France 3 et donc toujours cette habitude de faire des habillages d'été, événementiels, tout ça. Et Bastien, c'est encore plus vrai les années olympiques. On a vu 2012 où effectivement il y a ce côté on respire, mais en 2008 c'est un parti pris qui a été un petit peu différent. On est vraiment sur un hybride entre l'habillage d'été et l'habillage dédié aux JO. Vivez un été olympique sur France 3.
c'est assumé jusque dans le slogan, un été olympique sur France 3, donc c'est l'année de Pékin de 2008. On a parlé dans les pépites du podcast de l'épisode 14. C'est à la fois un habillage d'été général, les gens sont sur la plage, vont jouer avec un soleil qui se balade. On n'est pas dans les animaux, cette fois on est vraiment dans le soleil, une boule jaune qui se balade et que les gens vont jouer avec. Et en même temps, on va avoir les anneaux olympiques dans les nuages, tracés sur le sol. On va vraiment avoir ce mélange des deux. Alors, il me semble qu'il y a eu aussi des jingles cette année-là qui ne parlaient pas des JO, qui étaient vraiment juste avec cette boule jaune et cette plage. Ça fait un peu penser à ce qui s'est passé avec les marmottes en 2020. On revient toujours aux marmottes, qui étaient des marmottes sportives, qui devaient sortir juste pendant les JO de Tokyo. Pas de bol, ils ont été repoussés d'un an. Du coup, les marmottes sont revenues en 2021 avec les marmottes sportives. On a eu le droit à leur version hiver aussi, hors année olympique. Mais on est vraiment sur cet hybride. Rappelez que sur France Télévisions, c'est le plus grand terrain de sport. C'est un fantastique été de sport. Je sais plus quel est le slogan actuel maintenant. C'est à nouveau le plus grand terrain de sport, je crois. Dans la dernière bande-annonce où il y a justement que le logo France TV, c'est le plus grand terrain de sport. Et un slogan qui existe depuis maintenant un bon moment quand même. Hein. Il date des années 90. Ouais. C'est un exercice assez subtil de devoir concilier l'univers estival et puis les JO. Et François, à chaque fois, déploie des trésors d'imagination pour le faire. Moi, je me souviens de l'Olympiade précédente, donc c'était 2004 et c'était Athènes. Là, il y avait les animaux, pour le coup, c'était encore les poissons qui flottaient. Alors, ils flottaient dans les airs, mais ils flottaient dans l'eau aussi. Ils passaient de l'air à l'eau, de l'eau à l'air, et ils formaient les anneaux olympiques. N'est-ce pas génial quand même, ces bancs de poissons qui forment des anneaux olympiques. Donc voilà, c'est comment essayer de, parfois subtilement et parfois un peu moins aussi, mais d'essayer de créer un lien entre ces deux événements estivaux. Et l'occasion aussi de créer des souvenirs, finalement, de créer des souvenirs télévisuels. Les Jeux Olympiques, bon voilà, on le sait, on a tous un petit peu. C'est aussi pour ça qu'on fait ce supplément. On a tous des souvenirs olympiques, des souvenirs d'été olympique. Et notamment toi, Valentin. Oui, absolument. Et je crois qu'on reste en 2008. Alors c'était certes pas les plus beaux Jeux Olympiques, voilà, émaillés, entachés de beaucoup de polémiques. Même sur un plan sportif, on n'a pas forcément retenu grand-chose, mais on a retenu, pour nous en tout cas, sur le nodal, cet habillage qui était très impressionnant. Donc on était à l'époque quelques mois après le grand rebranding de France Télévisions, puisque à l'époque France Télévisions avait évolué, avait modifié son logo, avait unifié l'habillage de ses chaînes et avait lancé cette idée des bandes de couleurs dans les génériques du sport. Donc ces bandes de couleurs qui matérialisaient chacune des chaînes, rassemblées comme ça et qui se déplaçaient dans les génériques sport justement. Et voilà, c'est un générique très démonstratif, je pense qu'on peut le dire, très majestueux aussi. Et ce splendide remix musical du thème musical des sports de l'époque, pour la beauté du geste, dont nous connaissons tous les paroles. La vie fera le reste. La vie fera le reste, et effectivement. Si on faisait un karaoké, je pense qu'on serait... Imbattable. Je suis Nagui les 20 000, moi, perso. Donc voilà, la musique de Mehdi Roth, avec ses sonorités un peu asiatiques, qui, je trouve, arrive à éviter l'écueil de le rendre très, très anecdotique et très caricatural. Pour le coup, quand même, franchement, c'est très dosé. Et voilà, ces bandes qui se faufilent entre les sites olympiques, qui montraient aussi, on voyait les sites olympiques reproduits en 3D, il y avait le nid d'oiseau, le stade olympique, il y avait également le bassin olympique pour les épreuves de natation, enfin voilà. Ça mettait en valeur l'architecture des sites olympiques qui était assez remarquable quand même pour ces Jeux olympiques, si on peut en retenir quelque chose. Ça dépend lesquels, le nid d'oiseau, oui, le bassin olympique, je suis vraiment partagé dessus. Hein. Mais Pékin avait beaucoup misé sur l'architecture et France Télévisions avait un peu rebondi dessus en les faisant apparaître dans ce générique. Et c'est évidemment, moi j'étais un peu plus jeune à l'époque, c'est évidemment une Madeleine de Proust et un souvenir estival marquant. Il est incroyable ce générique. D'ailleurs, je l'avais choisi également. Parce que vous avez choisi les trois, le générique des sports de France Télé en 2008. Quoi. C'est incroyable. Parce qu'en fait, on était parti sur l'idée que c'était des pépites. Donc, on avait envoyé à Antoine chacun nos vidéos de notre côté. On savait pas ce qu'on avait pris. Et on savait pas ce qu'on avait pris. Et on avait choisi le même. Donc, c'est assez fédérateur. Ça veut tout dire. Il y a ce côté. Je trouve que ça donne une majestuosité à la musique, à ce remix. Une musique qui, au final, quand elle était chantée, était presque
très banale, pas forcément très grandiloquente. Et là, elle prend de la grandeur. Il y a ce côté fédérateur aussi avec les chaînes qui s'unissent à partir de la tournette. T'en as parlé, les 5 bandes de couleurs. Alors je sais plus, on vient de le voir, mais est-ce que ça forme les anneaux olympiques à la fin? J'en suis pas sûr. Et voilà, il y a ce côté communion que représentent de toute façon les JO tous les 4 ans. Ça se montre moins bien que dans le logo de Vancouver 2010, avec ce sonore de rock voisine. Seulement 2 ans après ça. Hein. Ça aussi, on peut faire le karaoké, je crois. C'est pour la victoire. Mais ouais, là qui se font dire directement dans le logo des Olympiades. Non, le sonore est magistral. Et surtout, je me souviens de 2004, on avait un sonore très olympien, athénien. Mais un habillage qui n'était pas forcément très marquant, qui était vraiment celui d'habillage des sports de l'époque, Je m'en un souviens peu fouillis. pas du tout. Je m'en souviens plus du tout. J'espère vraiment que vous Bruiter appréciez la quand je chante bouche. des génériques. Et ensuite à Londres 2012, on avait pareil, on n'avait pas eu de remix forcément spécialement du générique des sports de l'époque, qui était un peu moins solennel et percutant que celui-là. Et à l'époque, donc pour les JO de Pékin 2008, il y avait ce générique, il y avait aussi un plateau. Parce que France Télévisions avait déployé à Paris un plateau voilà, avec un décor très singulier, très, voilà, très asiatique. En forme de nid d'oiseau aussi, en qui forme de reprenait nid beaucoup d'oiseau, les oui. codes du nid d'oiseau du Stan. Et qui avait été conservé, petit trivia, par Stade 2 par la suite. Donc on avait une ambiance asiatique en permanence pour l'émission emblématique des sports de France Télévisions. C'était assez étonnant. Incroyable, avec une caméra, sauf erreur, sur un grand rail. Oui. Horizontal qui se rapprochait en amorce sur le plateau. C'était Avec 4 écrans une belle cascades. ouais, exactement, avec des écrans en cascade, une plongée. C'était Puis une belle scénographie. C'est aussi le début des tiens, on va mettre du bleu, blanc, rouge dès qu'il y a une médaille, etc. Je me souviens de Pékin, il y avait vraiment eu cet effet de regarder le plateau, il se transforme en bleu. Alors bleu et rouge, c'est facile, c'était les couleurs de France 3 et de France 2, donc ça tombait bien. Mais il y avait vraiment ce truc, ça y est, on s'enthousiasme pour les Français. Je me souviens pas d'un tel enthousiasme qu'il y avait eu pour les JO précédents. Mais moi, ce sonore, il est incroyable. Moi, j'avais choisi pas ce média-là, j'avais choisi le Tour de France. Oui. Mais on va l'écouter après. On va l'écouter après, je crois. Il me semble que je l'ai gardé parce que. Quand même, quoi. Quand même. Parce qu'il a un truc en plus, générique Tour de France, on y reviendra. C'est pour ça, on va y revenir. Avant, on est sur les Jeux Olympiques. Je pense que c'est pas mal de rester avec, François Loïc. Ouais, bah carrément, du coup, je me suis rabattu sur un autre. Je suis parti sur Londres 2012. On va le regarder. Et du coup, il m'a piqué le mien. Je trouve que ça a pas de bien. Non, moi non plus. On profite de la musique. Bah ouais, non. Non, bah alors il a pas forcément bien vieilli. Après, surtout le carton final avec le Londres écrit en blanc sur ciel blanc. Ça, j'avoue que c'était peut-être pas l'idée la plus lumineuse. Ouais, mais avec Loli the Bus. Voilà, exactement, avec Louis Éclan d'abord. Du coup, non, ce média, moi je l'aime bien. Moi, ce que j'ai bien aimé à l'époque, c'est ce rebranding sport. La marque sport réapparaît. Déjà, parce elle avait disparu, elle était noyée dans la marque France Télévisions, et ce depuis 2002. Il n'y avait plus le Sport de 3 de Gérard Rolls à l'époque. Et France TV Sport, une belle marque, et puis avec le choix d'une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les habillages télé, le rose, un parti pris qui surprenait. Moi j'aime bien cet habillage, je trouve il est chaleureux. Je l'aime bien. Il y a dans ce sonore, on retrouve les gongs de Big Ben, un peu comme dans le sonore de Pékin. C'est très léger, mais on a justement ce petit truc qui dit ouais, ok, c'est Londres. Alors par contre, il est interminable générique. Je me souvenais plus qu'il durait si longtemps. Mais d'ailleurs, en fait, dans ce générique-là, qui, du coup, vous l'avez vu en vidéo, représente un peu tous les sports. Voilà, à l'époque, quand France Télévisions a lancé cet habillage sport, ils avaient tourné pas mal de petits plans dans les différents sports. Et là, on les trouve tous représentés. Et je me souviens d'un nombre de génériques de reprises antennes assez conséquents, parce qu'ils illustraient tous un sport différent. Et on avait un panel dans cet habillage de générique de petites virgules qui était assez impressionnant. Un gros travail sur cet habillage. Ouais, t'as raison, ça change un peu des habillages précédents. On avait voilà, les génériques dédiés aux gros événements, le Tour de France, les Jeux Olympiques, et puis après la natation, qui avait aussi son habillage, l'athlétisme, et puis après sinon c'était un petit peu tous les sports étaient noyés derrière un générique multisport, multithématique, mais pas forcément très intéressant. Il y avait une phase bizarre avec de la 3D qui n'était pas forcément réussie aussi, notamment pour le cyclisme, avec une fausse route, machin. C'était pas la meilleure époque. C'était pas la meilleure époque. Ces scénettes sont aussi reprises dans le générique de Stade 2 par la suite.
qui ont été réutilisés. Moi, je leur trouve un côté extrêmement impersonnel. On voit le perchiste, il est tout seul dans un stade qui est sûrement tourné à Charletti. Oui. Déjà, ça fait pas du tout Jeux Olympiques. Les deux escrimeurs ou escrimeuses, pareil, ils sont tout seuls dans un centre d'entraînement. Je trouve que ça reflète pas. À part les images de Londres, ça reflète pas forcément la grandeur de ce qu'est un Jeux Olympiques. Ça marche très bien pour Stade 2, parce qu'on est presque plus en immersion avec le quotidien des sportifs. Ce que je trouve, ce qui fonctionne pas forcément bien dans le générique des JO. Et puis j'ai un gros problème avec cette colorimétrie, ces flares de partout, ce orange qui éclate un peu les yeux et qui justement, il essaye de contraster avec le rose, mais du coup le rose il est presque juste présent pour mettre sport, mettre Jeux Olympiques, et il disparaît de l'intégralité du reste, et c'est presque dommage de ne pas plus jouer sur cette couleur qui est quand même restée dans les esprits de beaucoup, la couleur du sport sur France Télé. Alors, cet habillage avait été lancé à l'occasion de Roland Garros, il me semble. Oui, et tout à fait. C'était très intéressant d'ailleurs sur le générique de Roland Garros. Qui était presque mieux, mais qui jouait, comme le générique Tour de France, jouait beaucoup sur on arrête un instant, on tourne autour du sportif, ce qu'on voit pas tant que ça, on le voit un peu, mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en valeur dans d'autres sports que le tennis ou même que le cyclisme. Bon, alors moi quand même, je veux quand même revenir sur le sonore. Hein. On n'a toujours pas les crédits de oui. ce On sait générique. toujours pas qui l'a fait. Ouais. Je pense que et on sait toujours pas si c'est un remix ou pas de Pour la beauté du geste. Moi, je pense que oui, mais oui. lointain. Mais oui. Évidemment que non. Voilà. Voilà. On va Toujours pas le avoir un débat. débat. Toujours le débat. Est-ce qu'il y a un joueur de tennis dans le logo de Roland Garros? Oh là là. Donc voilà, on a toujours cet appel à l'aide. Je crois que c'est la 3e fois que je le lance dans le podcast. Mais voilà, si vous connaissez le crédit, n'hésitez pas à nous le dire, quoi. Bastien, je crois que t'es quand même un petit peu sur ta fin là, parce qu'on n'a pas vu le générique du Tour de France. Non, j'aime bien le générique du Tour de France quand même. On se le joue. Allez. Ta 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 ta. Pour ceux qui l'ont vu en vidéo, notez sur le plan final que évidemment les sponsors LCL, Aquarelle n'apparaissent pas, mais alors les logos de France 2 et France 3, oui, sur les Champs-Élysées. Ils ont évidemment masqué tous les sponsors. Il est incroyable. Moi, ce générique, il me fout encore les poils. Que ce soit sur le sonore ou le visuel, le fait que les bandes multicolores flottent dans la France. Thierry Adam le disait, le Tour de France, c'est aussi le Tour de la France. Et là, on a vraiment ça, ces magnifiques plans d'hélicoptères sur lesquels les bandes de France Télé sont comme les cyclistes voguent et font le tour. Je trouve ça d'une beauté, ça n'a pas vieilli, quoi. En fait, on a l'impression que ces bandes, elles accompagnent le peloton, elles sont un peu en retrait, elles sont un peu flottantes au-dessus comme ça, un peu en surplomb. Et elles accompagnent comme ça la progression de la course. Et j'avais pas forcément cette lecture du générique, mais c'est vrai qu'il y a une symbolique qui est assez chouette. France Télé accompagne les cyclistes. Et c'est jamais un cycliste tout seul, c'est vraiment toujours le flow, c'est le Tour de France qui avance. Puis le sonore du pré-générique. Alors le pré-générique Tour de France, il est affreux. Pour le coup, c'est de la 3D qui a vieilli comme pas possible. Mais ce petit sonore, c'est vraiment le sonore qu'on a sur les podiums pendant que Daniel Manjas il dit c'est Lance Armstrong qui a le maillot jaune. Bon, on préfère l'oublier, mais il y avait ce ta 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 qui était comme une ouverture. C'est une pièce de théâtre qui s'ouvre et voici les vainqueurs et voici les acteurs du Tour de France. Je pense que en termes de fin, alors moi là je parle vraiment à titre personnel, mais je pense qu'on ne fait pas plus souvenir d'été sur ce générique. Je crois que là clairement, on est vraiment là, on est après manger, tranquille, c'est l'heure de la sieste et voilà, quand on est en vacances, c'est le tour, on est bien quoi. Enfin vraiment, je pense qu'il n'y a pas mieux pour jouer sur la corde un peu nostalgique de l'été, du Tour de France, voilà. Et on fait une sieste. Et on fait une sieste, surtout on fait une sieste. Hein. Ouais. Oui, on suit le Tour de France, mais d'un œil. Hein, et on est réveillé par la bascule, évidemment. Et donc, Bastien, tu restes avec du vélo. Ouais. Parce qu'on fait la sieste sur France Télé, mais moi, depuis quelques années, je fais la sieste sur Eurosport.
On parlait de générique cartoon tout à l'heure. Là, on est pleinement là-dedans. Donc, c'est le générique des Rois de la Pédale, qui est l'émission d'avant-course et d'après-course sur Eurosport. On aurait pu mettre le générique de fin aussi, qu'on n'a pas dans la médiathèque, mais qui est pour moi qui fait pareil, très Tour de France, mais avec des citations d'anciens commentaires, qui est magnifique. Et là, on est vraiment sur l'aspect cartoon. Nos spécialistes, regardez, sur le vélo, ils tirent à la langue, ils galèrent un peu aussi. Il y a plein de définitions, d'expressions purement cyclistes, manger la luzerne, etc. On est vraiment sur, regardez, on est spécialiste, mais en même temps, on se la joue bonne franquette, quoi. C'est pas le Tour de France à papa, c'est vraiment, on est là, il y a une bonne ambiance, on est les rois de la pédale, hein, donc qui est quand même assez particulier. Et moi, j'adore, et puis toute la bande des rois de la pédale. Aussi la bande de copains qui se retrouvent au bord de la route, qui va pique-niquer, qui va être présent avant le tour pour récupérer les goodies de la caravane. Enfin, il y a vraiment ce côté-là, complètement. C'est le folklore, en fait, du Tour de France. Qui n'est pas pour autant un côté franchouillard, comme on a pu avoir sur France Télé aussi, avec le générique accordéon, qui était un peu plus franchouillard. Oui, voilà, là on va vraiment sur le côté un peu populaire finalement du sport qu'est le vélo. Voilà, le côté, ça reste un rendez-vous, quoi. Et des rendez-vous, on essaye d'en instaurer de plus en plus au fur et à mesure des étés. Et donc là, on va filer en 2018 avec une tentative, et donc du coup qui a été retirée depuis, mais qui nous avait pas mal plu à l'époque, c'est les championnats européens. Plusieurs fédérations sportives qui se sont mis ensemble pour monter un nouvel événement sportif, dont voici le générique international. Oh, qu'il était bien générique. Personnellement, inverse du visuel, c'est ce qu'il aime. C'est très dans son époque. Voilà, vraiment cette idée de faire finalement, alors bien que l'organisation s'en défende, de faire un petit peu des JO d'Europe qui viennent, qui viennent en creux. Quand on n'a pas les JO d'été, on a les championnats européens tous les 4 ans. Générique ici conçu par l'agence Jump. C'est une agence qu'on connaissait déjà ici en France pour avoir fait le générique international du biathlon. Donc c'est la même agence, en fait, c'est la même agence qui a fait ce générique-là. C'est un générique qui n'a pas été utilisé sur la dernière édition, donc en 2022. On est parti sur autre chose. Mais voilà, c'est vraiment histoire de créer un nouvel événement. On met un nouveau générique international avec tout ce que ça implique de grandiloquence et de statutarisation finalement. Bastien. Il était de mémoire surtout diffusé sur Eurosport qui co-diffusait avec France Télé. France Télé avait aussi son générique, le générique qu'on a encore à l'heure actuelle des sports. C'est un rendez-vous qui est compliqué parce qu'il y a à la fois ce truc de c'est un nouveau rendez-vous, on fait de l'athlétisme, de la natation, du cyclisme, on fait tout un ensemble de choses. Et en même temps, on est dans 2 villes. Il y a Berlin et Glasgow. Alors, je sais plus lequel accueillait de l'athlétisme, lequel accueillait la natation, mais il y a une histoire ils n'ont pas réussi à s'accorder sur une ville, ce qui n'a pas été le cas pour la dernière édition, où ils étaient dans la même ville. Mais donc, et on le voit, le générique, c'est des gros cristaux dans, justement, ces lieux emblématiques de Berlin, de Glasgow. Donc, essayer d'ancrer ça dans les territoires. On le disait un peu sur le générique de Londres. Là, c'est vraiment le sport qui, et même dans les territoires, on fait pousser le championnat européen. Et c'est vecteur d'innovation, parce que je me souviens aussi que toute la partie synthé, habillage sur les écrans voulait être extrêmement dynamique, voulait être extrêmement innovatrice, limite aux antipodes des JO, qui étaient vraiment encore bon élève sur ce truc-là. C'était, comment on peut trouver des nouvelles écritures autour de ces championnats européens pour en faire un nouvel événement, sachant que pour France Télé et pour Eurosport, c'était du pain béni, parce que pour eux, c'est vendre des JO, et d'ailleurs, il y avait une continuité antenne comme pour les JO, un plateau, des bascules, alors qu'en fait, c'est des compétitions qui sont quand même relativement mineures. C'est la division 3 de la compétition, entre guillemets. T'as les JO, championnats du monde, et les championnats européens. Voilà, on tente d'instaurer un petit peu la chose, et peut-être qu'au fur et à mesure, cet événement va devenir peut-être aussi important que les Coupes du Monde de football, dont on n'a pas forcément parlé jusqu'ici, mais on vous ramène sur l'épisode précédent du podcast, le numéro 13, où Bastien nous a fait une rétro sur les habillages des différentes Coupes du Monde de football qu'il y a eu récemment, notamment celle du Qatar, Coupe du Monde en hiver. C'est comme ça. On en pense qu'on en pense, mais c'est comme ça. Il faut quand même se rappeler, il y a autre chose, il y a les Coupes du Monde, il y a aussi les Euros de football. Oui. Et on en a quand même eu un, il n'y a pas si longtemps en France, l'Euro 2016, dont voici le générique international. Bon, on retiendra juste parce que c'était en France, je suis pas sûr qu'il y a grand-chose d'autre à retenir visuellement. David Guetta. Ouais, le sonore, il est très fort quand même.
visuel est aussi compliqué que cette finale et ce but d'Eder. Non, le sonore de David Guetta, qui est effectivement, à le réécouter, ouais, il m'avait pas mal marqué à l'époque. Et de mémoire, ces cris qu'on entend en fond ont été vraiment faits par des supporters. Il avait demandé à des gens, envoyez-moi un cri comme si vous supportiez votre équipe nationale. Et du coup, c'est vraiment une espèce de générique collaboratif qui a été composé par David Guetta. Si l'Euro de football en 2016 avait utilisé David Guetta, avait choisi un morceau de David Guetta en featuring d'ailleurs avec Zara Larsson, on ne l'a pas dit, et ben en 2012, Village Départ, Oh là. Oh, mon ils Dieu. ont pris un morceau de Caravan Palace. Ouais, bah voilà, l'été c'est du sport, mais c'est aussi du coup des gros barnums. Hein. C'est des émissions qui se déplacent, c'est des émissions en public, en direct. Là c'est Village Départ, donc qui nous permet de nous amener tout doucement vers les jeux, vers le divertissement en été. On est passé du sport, on arrive vers ces divertissements. Donc Laurent Luyat, cette émission Village Départ. C'est cet habillage qui marque un peu la transition de Village Départ, d'une émission qui est purement centrée sur le Tour de France et cyclistes et qui est dans le village, d'où le nom, le village départ des cyclistes et vraiment dans la zone sportive. Et là, on le déplace en plein cœur de la ville. Ça rappelle certaines émissions d'été qu'on en parlera peut-être après. Ça fait penser aussi à l'émission de Laurent Boyer, à Midi en France, qui avait un peu ce même dispositif. Et ça a un peu remplacé toutes les émissions d'été de France 3. C'est devenu le grand divertissement populaire. Je trouve quand même que le sonore dénote totalement avec le visuel. On parlait du côté franchouillard. Putain, sur le visuel, là, on y est. Hein. Ouais, je pense qu'ils ont aussi choisi ce morceau aussi parce que au sonore on a quand même un petit peu, voilà, des instruments qui peuvent rappeler un petit peu, qui peuvent faire un petit peu. C'est quand même de l'électro-jazz, quoi. Ouais, c'est de Ça l'électro-jazz. sonne pas Village Départ, quoi. On a échappé au bandeau néon. C'est vrai. déjà ça. On est jamais au bandeau néon. Et donc du coup, des émissions qui se déplacent de ville en ville, il y en a eu d'autres, Bastien. Cha-na-na-na-na-na. Ça aurait été évidemment dommage de l'oublier, ça aurait été dommage de pas le chanter. Parce que qui peut résister à l'envie de chanter Shanana en écoutant le générique d'un C'est vrai que c'est très efficace. C'est extrêmement efficace. Là, c'est la version France 3, donc la saison après avec Julien Lepers, c'est Tex. Vraiment des gens qui ont bien tourné depuis. Donc sur France 3, avec cette version en prime time, en direct, qui se balade de ville en ville. Évidemment, on va pas refaire l'histoire d'Interville, cette émission culte, née justement. On parlait du Tour de France tout à l'heure, du fait que le Tour de France n'était plus retransmis. Il fallait bien aller de ville en ville. Guy Lux et Léon Zitrone qui animaient ce rendez-vous, qui a ensuite évolué, etc. C'est plein de souvenirs. Moi, c'est plutôt évidemment la version contemporaine qui m'évoque des souvenirs, notamment Robert Wurtz, l'arbitre emblématique. Saint-Amand, les autres, tu t'aides avec les genoux. Excusez-moi. Dax, 3 points. Voilà, mais... L'inénarrable. L'inénarrable. Il y a un reportage d'ailleurs sur France 3 Alsace, dans leur émission en langue régionale, qui a été diffusée sur Que devient Robert Wurtz. Et il mène une retraite paisible dans la campagne alsacienne, parce qu'il a vu la fin de Robert Wurtz, c'est un peu tragique dans Interville, parce qu'il avait fait un AVC, il a dû laisser sa place à Olivier Allemand. Et donc il se remet tout doucement, depuis quelques années maintenant, de cet AVC, mais paisiblement en Alsace. Il y avait une progression assez étonnante avec Interville, donc tu l'as dit, qui a commencé sur France 2, qui faisait un retour en fanfare à Europa Park, du coup en Allemagne, et qui était dans un habillage encore, on va dire, j'allais dire un peu soigné, mais sophistiqué. Enfin, on sentait que c'était le retour. C'est une quotidienne sur France 2. Et c'était une quotidienne, ouais, effectivement. Et ce générique, petit à petit, année après année, était de plus en plus kitsch. Ouais. Et c'était assez étonnant de voir les rajouts, ça devenait fluo, il y avait de plus en plus d'effets, c'était assez étonnant. Mais en même temps, c'est tout ce qu'on demande à Interville. Si Interville n'est pas kitsch, s'il n'est pas coloré, s'il n'est pas flamboyant, ça ne serait pas vraiment Interville. Et moi, j'ai un souvenir très sonore d'Interville finalement.
parce que comme tu l'as dit, bon, il y a le Shanana, mais il y avait plein de chansons autour qui constituent un petit peu le lore d'Interville, et notamment en générique de fin qui était une sorte de célébration, de fête, la ville avait gagné, tout le monde se tombait dans les bras et tout, et on avait des musiques comme Monumental, je vous rappelle quand même. C'est très décalé, c'est très second degré, mais il y avait des musiques de célébration, de fête, et ça reflétait absolument ce qu'était l'ambiance de ce programme. Moi, mes souvenirs, c'est plus côté TF1. Toujours âge oblige, forcément, avec Fabrice et Jean-Pierre Pierre Foucault, Foucault. et puis Olivier Chabaudot Et également. Nathalie Simon, Et déjà à Nathalie l'époque. Simon, déjà à l'époque. Voilà, TF1 et France 2 avait un petit peu, je trouve, trahi l'esprit du programme avec la diffusion quotidienne, la diffusion fixe à Europa Park. Là, avec France 3, avec ce générique-là, cette saison-là, on a retrouvé vraiment ce qui faisait le sel d'Interville. Et oui, tu parles du générique kitsch, clairement, visuellement, c'est une grosse vachette, c'est des toboggans à eau, Oui. c'est l'épreuve finale quand même, le mur des champions. Mais oui, c'est pas ça qui a marqué les gens, c'est pas forcément le générique, c'est plus tout l'univers pop et coloré, parce que même les jeux étaient d'un kitsch monumental et n'étaient pas sponsorisés, contrairement à ton époque TF1, François Loïc, où vraiment on avait sponsorisé le plus de choses possible, parce que vraiment c'était la limite de la légalité, ça a même été interdit par la suite. Les lois sur le sponsoring, le partenariat à la télé, viennent un peu des dérives qu'il y avait eu pendant Interville. François Loïc, je crois que toi, tu as choisi une émission un petit peu semblable à Ouais, Interville. c'était ma semaine l'été. Je regardais le générique qu'on va voir actuellement le lundi. Le mardi, il y avait la carte au trésor. Le mercredi, il y avait Interville. Donc c'était formidable le début de semaine pendant l'été quand j'étais gosse. Ah bon, on va voir ce que c'était le programme du lundi. Allez, on regarde le programme du lundi. Souvenir que ça date un petit peu quand même. Oui, Donc c'est pour l'époque, moi je trouve qu'il est pas si mal que ça ce générique. Alors quand je l'ai regardé, j'en ai discuté avec quelqu'un, je disais ouais il pourrait être encore d'actualité. Non, c'est vrai qu'il a quand même pris un petit coup de vieux. Après moi ce que j'aime bien c'est le côté complètement fédérateur de générique et tout ce que j'aime c'est à la fois le générique mais c'est ce qui précède évidemment. C'est le logo de l'Union Européenne de radiodiffusion avec les logos des chaînes partenaires. Ça sent le truc le grand Barnum quoi. Enfin on imagine le nombre de téléspectateurs qu'il y a devant le petit écran. C'est quelque chose de ouais, je trouve, pour quelqu'un qui aime l'habillage télévisé, forcément cette association des logos en début, ce côté codiffusion, ça parle forcément. Peut-être que cette qualité que tu distinguais sur le fait effectivement qu'on a immédiatement dès les premières secondes du générique ce côté très fédérateur, très européen, et peut-être aussi ce qui fait son défaut parce que le générique qui suit est, je trouve, étrangement solennel pour un jeu qui se veut quand même festif, voilà, qui reste quand même un gros divertissement, c'était peut-être pas aussi pop qu'Interville, mais enfin il y avait quand même cette notion d'amusement, un peu de kermesse, et là on sent que dans le générique il y a ce côté très union, justement union humanité, union des langues, des peuples, et on perdait peut-être un peu le côté divertissement. Il est quand un même. poil élitiste, on va dire ça comme Ouais. ça. Et après, il faut savoir qu'il y avait une troisième partie à ce générique. Ça, c'était le générique qui était diffusé tous les ans. Et après, généralement, ça enchaînait sur un autre générique propre à l'édition qui présentait les différents, et puis propre à la chaîne, hein, qui présentait les différents présentateurs du programme. Et là, on repartait sur d'autres musiques comme Christophe Colomb en 1492. Voilà, des musiques assez épiques encore qui faisaient une sorte de troisième volet à ce générique. Donc, c'était un petit peu interminable le lancement. Mais il y avait quand même un côté montée en puissance, moi, que j'aimais bien sur cette émission. Puis il y a le générique de fin aussi qui est emblématique avec justement on parlait des logos tout à l'heure, tous les diffuseurs qui apparaissent, tous les commentateurs de tous les pays.
c'est vrai que c'est important pour quelque chose qui est effectivement juste l'interville du lundi, parce que c'est quand même le même concept à la base. Et qui, d'ailleurs, on a ce serpent de mer de est-ce que Nagui va relancer Jeux sans frontières, interville avec, sans vachette, machin. Bon, ça peut-être que on aura la réponse un an, peut-être que Nagui va le faire. Mais oui, non, Jeux sans frontières, c'est ce côté, oui. C'est l'Eurovision en été. Exactement. C'est l'Eurovision en été les lundis pour François Loïc. Et je crois qu'avec Valentin, vous faisiez la même chose le mardi soir. Oui, absolument. Voilà, bon, avant de parler d'habillage, j'ai un amour immodéré pour ce jeu qui m'a fait découvrir quand j'étais gosse des tas de coins de France que je ne soupçonnais même pas, qui était quand même aussi, faut le rappeler, parce qu'il y a l'aspect patrimonial, mais c'était une course haletante. Enfin, vraiment, la carte au trésor, c'est aussi un excellent jeu, un excellent divertissement. Et cette alliance de culture et de divertissement fait que c'est vraiment, je pense, pour moi, une des plus belles illustrations de ce qu'est une émission de service public. Alors, l'habillage, bah, moi, évidemment, c'est d'abord un souvenir musical, et je pense que pour vous aussi autour de la table, la musique de Jean-Marc Benaïs, qui est voilà, qui est cette espèce de musique propice à l'évasion, au rêve, et en même temps avec des nappes des fois un peu plus sportives, un peu plus rythmées, et qui donnait une vraie identité à l'émission. Elle a été éditée en album, et on comprend pourquoi, parce que voilà, maintenant l'album est un peu plus difficile d'accès, mais si vous avez l'occasion d'écouter ces musiques dans leur pureté, franchement, allez-y. Et puis, alors, c'est le générique de la carte qu'on avait de cette époque en médiathèque. Moi, j'ai plutôt en souvenir le tout premier, qui est un chef-d'œuvre de simplicité, parce que typiquement, c'est simplement Sylvain Augier qui monte dans son hélico et qui va pour décoller. Donc, il prend sa mallette, il allume les boutons. On a ce plan formidable, on le voit allumer les boutons et on entend le bruit, les petits bips comme ça qui viennent sur la musique du générique. Ça a été une aventure de plusieurs années, avec à chaque fois un habillage qui était un véritable écrin pour ce programme, qui est splendide, voilà, simplement. Parce qu'il n'y a pas forcément eu d'habillage qui était raté de la carte au trésor. Je me souviens pas d'un truc qui soudainement m'a fait. Parce que je connais un jeu dont on parlera peut-être plus tard, qui a eu des habillages, que ce soit sonore ou visuel, qui étaient fondamentalement ratés. Là, celui-là, pour moi, j'ai pas de mauvais souvenirs de la carte au trésor. J'ai plus des mauvais souvenirs de ce qu'avait pu devenir le jeu ou certains animateurs, animateurs ou animatrices, la manière dont ils le faisaient tourner. Mais alors, sur le côté visuel et sonore, effectivement, Il y pas avait de fausse note, quoi. une modernisation un peu serrée dans les dernières années, mais qui était très qualitative dans l'habillage. La seule petite modification, c'était la carte au trésor qui avait perdu son S pendant une année. Voilà, c'est vraiment la seule modification dont je me souviens. Mais les habillages restaient très beaux. Et en plus, c'est un programme qui nécessite de l'éditorialisation visuelle pour présenter les énigmes, pour présenter les indices, pour contextualiser le jeu, pour repérer les candidats sur une carte, également les hélicos. Donc c'est vraiment, pour des passionnés d'habillage, forcément, ça nous parle également. Moi, j'ai nourri beaucoup de passion d'enfance et que je continue à développer aujourd'hui. Rien que pour la cartographie, on avait quand même une émission qui montrait des cartes de France. On comprenait la géographie de notre pays, on se dirigeait, on voyait les hélicos, on survolait. Comme tu dis, il y avait les indices, les reportages, et je trouve que d'ailleurs, pour leur rendre hommage, l'émission, l'actuelle formule de la carte au trésor au final, s'inscrit dans cet héritage-là et rend extrêmement bien hommage aux saisons passées, en reprenant notamment des bouts d'habillage sonore. Et cartographie et iconographie aussi. Oui. C'est d'ailleurs dans le générique, on voit que ça. C'est vraiment les icônes qui représentaient ce qu'on appelle des points d'intérêt sur une carte, qui faisaient tout le charme de ce jeu. C'est trouver les points d'intérêt. Et c'était les points d'intérêt avant qu'on ait tous les GPS qui nous envahissent. Donc c'était les points d'intérêt avant les GPS. C'est la carte au trésor qui a inventé les points d'intérêt. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Donc la carte au trésor, donc c'est un programme qui nous a tous laissé des souvenirs. L'été, il faut aussi quand même rappeler que c'est une saison où on fait des tests.
où on essaye de voir si au fur et à mesure de l'année, après, on peut pas essayer de se glisser un petit jeu qui puisse devenir notre jeu principal. Je veux dire, par exemple, tout le monde veut prendre sa place. Par qui est né exemple, l'été. tout le monde veut prendre sa place, qui est né l'été, qui est venu après s'inscrire et est toujours actuellement à l'antenne. Il y a eu différentes tentatives, plus ou moins heureuses. Moi, je vous en ai choisi 2, une chez TF1, et il y en aura une sur France 2, mais je vais déjà vous faire écouter celle de TF1, qui est devenue un jeu, mais sous un autre nom. Il s'appelle Chrysus. C'est moi. Il est très riche. Oui. Il a un problème. Lequel? Il doit léguer sa fortune. Oh non! Mais s'il n'a pas d'héritier. Chaque jour, 5 candidats vont se disputer son héritage. 5? Qui repartira riche comme Crésus? Pour le savoir, accueillons sans plus attendre Vincent Lagaffe. Aujourd'hui, c'est 12 coups de midi. Ah bah oui, ça fait quand même partie de cette tranche de générique à la apprendre ou à laisser, c'est-à-dire on explique le concept, Oui. on en profite, on n'a pas beaucoup de temps, il faut que ça soit serré, le nombre de manches, c'était plus court que les 12 coups de midi, donc le générique, on l'explique, le concept, on l'explique dès le générique, quoi. Faut pas perdre de temps. Alors, regardez, c'est quelqu'un, il va filer de la thune, il y a 5 candidats, salut, on commence, Vincent Lagaffe. Et toujours cette mode qu'on n'a plus trop aujourd'hui, c'est d'avoir des mascottes avec lesquelles on interagit pour le jeu. Les 12 coups de midi avaient ça, alors tout début, la petite fée qui se baladait. C'est vrai. C'était d'ailleurs un esprit à l'opposé de Crésus, quoi. C'est la première version de 12 coups de midi, je trouve ça affreux. Je trouve pas forcément ça mieux actuellement. Je préfère sincèrement l'esprit de Crésus, mais parce que je suis plus fan aussi d'un Vincent Lagaffe que d'un Reichmann. Mais Et puis on s'adresse pas au même public, au Non. même horaire. Enfin voilà, on est sur quelque chose de différent, mais on a au moins la mécanique du jeu qui est là. Donc toujours cette mascotte. Bon, il y a eu le Big Deal, tout ça. c'est la même personne d'ailleurs, c'est Alain Vautier qui est derrière les deux personnages. Gilles Vautier, Vautier qui est derrière à la fois Crésus et Bill du Big Deal. Donc toujours autant de souvenirs d'été. Donc ça, c'est un programme donc, qui existe encore sous un autre nom à l'antenne. Mais il y a un autre programme, donc là, on va basculer sur France 2, qui n'existe plus, mais qu'on a vu quand même pas mal d'été à l'antenne. Oh là là, cette mise en scène. C'est quand même un jeu à base de jetons. Hein. Un concept français. Ouais. Fous les jetons. C'est pas possible. On se balance des jetons à la gueule, c'est terrible. Il y a quand même une nette inspiration du lancement de Qui veut gagner des millions, hein, avec les personnages dans le générique, avec le plateau, évidemment. Un peu en ombre et lumière. Ouais, en ombre et lumière. C'est un jeu qui est resté quand même après, parce qu'il est passé le week-end de mémoire avec Julien Courbet, il y a eu Bruno Guillon qui l'a animé aussi. Beaucoup de formules Il y a eu différentes. beaucoup de formules différentes, c'est du duel, enfin je sais plus, non le nom de base c'était duel, c'est devenu 4ème duel, enfin il y a eu un truc... Et Comme ça. là, c'est une version qui a été animée par Tania Young. Ah oui, Donc, c'est vrai qu'il y a eu... Là, sur la version qu'on vous diffuse, si vous nous regardez dans la version vidéo, c'est Tania Young qui présente le programme. C'était avant ou après l'expérience sociologique C'est ce fameux faux jeu, faux documentaire où Daniel Youg disait aux gens électrocute la personne en face. C'est vrai qu'on a vu ça. Oh, on a vu ça. Bon, c'était pas l'été cette fois, c'était peut-être un peu moins feel good. Hein. Oui, Qui est l'expérience de 1000 grammes, Oui. si je me plante Ouais, pas. Ouais. c'est ça. C'est ça. Mais voilà, l'été, c'est aussi ces souvenirs-là, c'est aussi ces essais, ces tests. T'aurais pu mettre la part du lion avec Nagui. Il y en a plein. Alors des jeux de Nagui, il y en a eu beaucoup quelques-uns. qui ont été testés pour Mais l'été alors, ou pour les vacances. La et qui part sont restés des la fois. part du lion, c'était quand même quelque chose. Hein. Qui était une ressucée de De Quel meilleur Gagne. gagne. Qui est revenu Qui aussi l'été aussi de mémoire. en Galmarin. Shérif et les valises. Ça c'était à la rentrée, il me semble. Je Enfin, crois. il y a eu un truc bizarre sur Shérif et les valises, mais Il me semble qu'ils ont terminé sur une fin juin. et ils ont repris derrière. Enfin, il y a Il y a eu un un truc truc très bizarre. étrange. Mais c'est à l'époque où l'Access de France 2 cherchait beaucoup Volte-face, Le cube. Ouais, le cube, super programme d'été. Un concept anglais, celui-là. Mais ouais, non, les jeux télé d'été, effectivement, ces tentatives-là, on pourrait en citer des pelles, mais tu as 2 très bons exemples. Là, donc voilà, c'est ce qu'on a oublié un petit peu, ce qui n'est plus à l'antenne. On a commencé avec moi ce que j'appelle la Sainte Trinité. Donc toi, c'est la Sainte Quadruplée, je sais pas comment Oui, on du appelle coup. ça. Mais le On a oublié samedi, samedi soir. samedi soir quand même. Ah, évidemment. Samedi soir en 2008. Qu'est-ce qu'il est efficace ce générique. Il avait bien époussé à l'ancien.
marrant, le fort à la fin n'est pas le haut. Contrairement à maintenant, le fort c'est le haut maintenant. Il y a la serrure s'est déplacée de lettres. Je crois qu'elle est passée au A ou je sais plus. Il y a quelque chose comme ça. Bah ça, voilà, c'est donc j'ai choisi celui-là parce que je pense qu'en termes de son, c'était le meilleur. C'est-à-dire que c'est un des derniers, enfin c'est générique où on mettait pas encore des cris partout, où on mettait pas forcément des extraits de programme encore partout, et où c'était pas remixé avec les pieds encore, parce que enfin, alors voilà. C'était avant que c'était remixé avec les pieds. Il y a une version au Oui, début des années 2000. Un peu techno-dance. Ouais, qu'on préfère tous oublier. Ah, moi je l'avais mis en pépite dans un des épisodes. C'est vrai, et je t'en avais voulu déjà à l'époque. C'était ma sonnerie de téléphone, je préfère le rappeler. Quel à un enfer. moment. Mais voilà, ça va pas du tout avec le programme. Mais moi, ça me faisait rire quand même qu'on puisse désacraliser à ce point ce programme avec cette espèce de sonore un peu bizarre. Là, on a mis un générique de début, on n'a pas de générique de fin dans la médiathèque. Moi, je serais presque limite de dire que le générique de fin, pour moi, c'est encore plus mythique que le générique de début, parce que les vues sur la Charente-Maritime. C'est le générique sponsorisé par le département. Ouais. Et la montée des violons, enfin c'est le générique de fin est magnifique. Ouais, qui est le même que celui de la tombée des Boyards. Toute la bande sonore de Fort Boyard. La bande sonore de Paul Koulak, évidemment. Qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Malheureusement, on en trouve de moins en moins. Les musiques sont de plus en plus détricotées. C'est un peu triste. De plus en plus remixées. Et disparition de musique mythique. Alors la salle du trésor reste toujours là. Générique de fin un petit peu accéléré. Donc on n'a plus cette musique en longueur qui est quand même mythique. C'est aussi parce que le programme a été divisé en deux. Maintenant, le programme se termine après la seconde partie avec Willy Rovelli. Quel plaisir, toujours. Mais là, on est sur la fin de la période. Enfin, on est encore en plein cœur de la période où le Fort Boyard se veut un programme sombre. C'est familial, mais alors c'est sombre. Il y a des éclairs de partout. On va faire souffrir les gens. Oh, j'espère que vous aimez voir les gens souffrir. Et être sur des rouleaux quand c'est des femmes. Mais il y a vraiment ce truc encore de programme très... Le Fort est une entité au milieu de la mer qui est violente, qui est sauvage et qu'il faut réussir à dompter. Là où maintenant, depuis Alexia Laroche-Joubert, globalement, on est vraiment sur, à la limite, presque revenu aux origines de Fort Boyard, parce que Fort Boyard est plus ou moins une adaptation de Donjons et Dragons, la manière dont ça a été créé. Donc Fort Boyard est un jeu de rôle. Et d'ailleurs, ça se voit, les personnages, tous les personnages ont, à part Olivier Mine, et encore, à une époque, c'était quand même le gardien du fort, tous les personnages ont un rôle. Et on est revenu un peu dans cette ambiance-là, très jeu de société, très jeu de rôle dans les dernières versions, mais quitte à perdre totalement cette dramaturgie, à être sur des codes qui sont parfois très proches de la télé-réalité, voire même sur des codes totalement issus de Koh-Lanta, mais ça tombe bien parce que ça a toujours été la même production en final. Moi, je suis désolé, je suis pas totalement d'accord parce que l'époque-là, il y avait quand même eu aussi des inspirations du côté de la télé-réalité avec le fait de passer la nuit sur le fort. Notamment, on sent qu'il y a quand même eu une volonté de se réinventer sur le programme. C'est pas les années où le fort faisait sa meilleure audience quand même, puisque ça a lentement décliné jusqu'en 2009. Ce qui avait expliqué le reboot de 2010 qui a été une catastrophe avec des inconnus et des systèmes de duel. Ça avait pas du tout marché, ça avait le mérite de tenter de sauver un petit peu la marque Fort Boyard qui était pas forcément prévu d'être reprogrammée pour les années à venir. Donc finalement, c'est arrivé de la nouvelle production. C'était avant qu'Alexia Laroche-Joubert n'arrive, a été un petit peu salutaire pour le programme, je trouve. Et je trouve, pour être très sincère, que ces dernières années, depuis 1 ou 2 ans, il y a des efforts qui sont faits quand même pour pouvoir rendre à nouveau le fort plus, un petit peu plus sombre, avec des thématiques qui sont un petit peu moins flashy, avec aussi une scénographie, un déroulé qui soit un petit peu moins enfantin. Et puis venir un petit peu concilier à la fois les enfants qui regardent le fort actuellement et puis les grands enfants que nous sommes qui continuent à nourrir de la nostalgie pour cette émission. Dramatisation, t'en parlais Bastien dans le générique, et en même temps une simplicité formelle et graphique. C'est juste un jeu de split screen, un montage très cut et très rythmé avec la musique, avec des effets visuels assez intéressants. Je me souviens, on a à un moment donné au milieu du générique ce jeu où on a la boule qui apparaît dans le noir et puis ça switch avec d'autres personnages. Enfin, c'est extrêmement efficace et ça montre qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'effets des fois pour créer de la tension, du drame et mettre en valeur le concept du jeu. Parfois, quelques effets visuels très simples suffisent à rendre tout cela. Et donc du coup, autant d'effets de génériques qui nous ont créé des souvenirs. Et l'été, je pense que c'est vraiment, c'est ce qu'on aura vu au fur et à mesure de ce podcast, une saison qui nous crée des souvenirs, qui nous crée de la nostalgie et finalement qui nous reste, nous, amoureux de télé. On attend toujours l'été, on attend l'été qui arrive tout gentiment. Et l'été, c'est les vacances.
pour beaucoup, pour ceux qui peuvent en prendre. Et puis l'été, c'est avant la rentrée. Et souvent, à la rentrée, bon, il y avait l'école qui reprenait, mais il y avait aussi les nouveaux habillages qui étaient déclinés. Donc, on attendait aussi un petit peu la rentrée avec impatience pour les Nodaliens. Ouais. En tant que Nodaliens, on était un peu bizarre quand même de ce Oui, côté-là. c'est vrai. Ouais. Parce que, bon, voilà, la rentrée, c'était aussi les nouveaux plateaux de JT, c'était les nouveaux génériques, c'était les nouveaux habillages antennes. Genre comme ce qui nous attend là dans quelques semaines maintenant. Oh là là, c'est vrai que c'est à la rentrée ça. Oh, on part en vacances. Allez, c'est bon. on Allez, part. c'est fait. Merci les gars. Merci Antoine. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Voilà, vous pouvez partager cet épisode si vous a plu. Vous pouvez le commenter. Vous savez à quel point c'est important pour nous de nous faire des retours. Important aussi, cet été, hydratez-vous, crémez-vous et rendez-vous sur la médiathèque. Vous y retrouverez toutes les nouveautés de l'été. Vous en avez l'habitude. On porte un toast bien sûr à tous nos publicateurs, toutes nos publicatrices qui vont publier tous ces nouveaux médias, Fort Boyard, la carte au trésor, tout ce qui nous attend cet été. Et allez, c'est la fête, on fait un coucou aussi à toute l'équipe de l'Onodal pour le travail abattu. Le podcast y revient à la rentrée pour décortiquer toutes ces nouveautés qui s'annoncent sur les JT, sur BFM. Ça va être chouette. Allez, tout est dit. Merci, au revoir. Salut. Ciao.